La santé mentale, grande cause nationale. C'est l'ex-premier ministre Michel Barnier qui l'avait souhaité. Un Français sur 4 est concerné au cours de sa vie par des troubles psychiatriques. Et cela touche en particulier, c'est peut-être moins connu, les personnes âgées. Près de la moitié des résidents de maisons de retraite consomment des antidépresseurs. Or, au moment où la loi fin de vie revient sur le devant de la scène, il paraît opportun de s'interroger sur l'équilibre psychiatrique de ceux qui, demain, pourraient demander la mort sans que cela ne puisse leur être refusé. Et pour en parler, nous recevons ce matin une psychiatre et gériatre, Louis. Oui, et on sait aussi que le Covid est passé par là avec l'isolement qu'il a pu créer dans des établissements spécialisés. On a beaucoup parlé sur notre antenne de la manière dont quasiment des personnes âgées avaient été séquestrées sans pouvoir être en contact avec leur famille au moment du Covid et les conséquences que cela a pu avoir sur leur santé et sur la santé aussi des familles et de leur entourage. Donc c'est important aussi d'aborder cet aspect-là. Et globalement, c'est aussi toute une population qui est malade d'un système qui fonctionne mal. C'est ça aussi qu'il faut expliquer avec notre invité. Bonjour, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Bonjour. Vous êtes gérontopsychiatre et vous publiez notamment dans les prochaines semaines Bonne nuit, bonne santé aux éditions du Rocher pour ceux qui veulent mieux dormir. Mais si vous êtes avec nous ce matin, c'est donc pour parler de la santé mentale des personnes âgées. Peut-être commencer par une question toute simple. Les personnes âgées vont-elles, sur le plan de la santé mentale, moins bien que le reste de la population ? Oui, elles vont moins bien, tout simplement parce qu'il y a un isolement des personnes âgées. Elles ont perdu des proches, elles sont seules. On l'a très bien montré avec le rapport des petits frères des pauvres. L'isolement était vraiment un facteur de risque. Elles sont en général polypathologiques, même si la vieillesse n'est pas une maladie. En vieillissant, il est plus fréquent d'être souvent malade. Et vous savez que plus de 800 000 personnes âgées en ALD30, c'est-à-dire à 100%, n'ont pas de médecin traitant. Les médecins traitants ne vont plus à domicile. Donc il y a des déserts médicaux, y compris à Paris et en Île-de-France. Donc cet isolement, la polypathologie, le fait que les proches, les familles sont complètement... Il y a une diaspora des familles, elles sont plus du tout nucléaires et on n'a plus ce rapport de proximité. C'est la solitude, c'est l'isolement principalement le problème. Principalement le problème, le non-recours à des systèmes de soins, le fait que le minimum vieillesse, qui est à 961,08 € par mois, ne suffit évidemment pas pour vivre à Paris et en Île-de-France, se loger, se chauffer. Il y a une précarité, il y a un sentiment d'insécurité chez les personnes âgées. Et moi qui prends beaucoup les transports en commun, je peux vous dire que c'est costaud et que c'est pas du tout adapté pour les personnes âgées. Donc elles sont confinées, surconfinées, vous en avez parlé pour la Covid, mais de fait, elles s'isolent. C'est d'abord la responsabilité des familles quand même. Oui, avant d'être celle de la puissance publique. Bien sûr, c'est la responsabilité des familles, mais c'est aussi celle de la puissance publique. Quand je vous parle du non-recours à des soins de proximité, c'est la puissance publique. Les familles n'y peuvent rien. Bien sûr, la solidarité doit aussi prendre le pas sur les familles. Vous travaillez dans un hôpital, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes. Que voyez-vous que vous disent les personnes âgées qui sont là ? Elles ont personne qui vienne les visiter ? Très rarement. Très rarement, notamment en soins de longue durée, qui est un équivalent d'EHPAD, mais où il y a de la blouse blanche, c'est-à-dire de l'interne, du médecin, des psychologues. Contrairement aux EHPAD, il y a très très peu de visites. Les visites, c'est nous. Et d'ailleurs, quand nous avons nous les soignants, quand nous avons des décès, ce sont les soignants qui accompagnent jusqu'au bout. Jusqu'au bout, avec un mot, avec des réunions de deuil pour les soignants, car la durée moyenne de vie de nos personnes âgées, très âgées, c'est 6 ans en moyenne en soins de longue durée. Donc ça veut dire que le bruit de fond institutionnel est pas si mal dans ces lieux de soins. Alors que dans les EHPAD, ce ne sont pas des lieux de soins, ce sont des lieux de vie. Est-ce que vous voyez passer quand même des associations type les conférences Saint-Vincent-de-Paul qui viennent quand même et qui... On peut supposer que le tissu associatif chrétien soit encore assez actif sur ce terrain. Vous avez tout à fait raison. Nous avons des bénévoles, qui ne travaillent pas forcément en soins palliatifs, mais qui travaillent pour être visiteuses de ces personnes. Et puis, elles ont un office qui leur est proposé, quel que soit leur culte. Y compris à l'hôpital public. Y compris à l'hôpital public, tout à fait. Ça peut être l'un des messages de cette grande cause nationale, c'est finalement peut-être de susciter aussi des vocations de visiteurs, pourquoi pas ? Absolument, c'est un message essentiel. On ne pourrait rien faire sans... moi, je ne peux pas être la psychiatre de milliers de personnes âgées. J'ai besoin d'un réseau de psychologues, de bénévoles, mais elles ont besoin d'être soutenues, les bénévoles, et d'être formées. D'autant qu'il n'y aura personne derrière vous. Non. Puisque vous avez encore... Je ne serai pas remplacée. Oui. Voilà, vous êtes en cumul emploi-retraite. C'est ça, exactement. Et donc, une fois que vous aurez la possibilité de partir... Oui.
Vous pourriez le faire déjà. Je l'ai déjà, puisque j'ai 70 ans et je vais travailler jusqu'à 72 ans, mais j'aurais bien aimé continuer à travailler. J'adore ce que je fais, je pense que c'est le plus beau des métiers. C'est une prise en charge globale, holistique, de prendre en charge des personnes qui ont des choses à nous dire malgré leurs troubles cognitifs. Mais pourquoi n'y aura-t-il personne derrière vous? Parce que c'est une spécialité, la psychiatrie, qui n'est pas du tout sexy, entre guillemets. Elle est difficile, les internes ne la choisissent pas. On est extrêmement renvoyé au fait que la société ne s'occupe pas des précaires, des malades psychiatriques et des personnes âgées, qui pourtant embolisent les urgences de nos hôpitaux généraux. Donc on dit, non, on ne sait pas comment on soigne des symptômes sans savoir la cause. Ce qui est vrai, mais on sait accompagner quand on est psychiatre. Vous parliez des visiteurs et des visiteuses qui pouvaient venir aussi. Vous disiez, moi je vais pas être remplacé, mais heureusement qu'il y a ces personnes-là. On peut penser que des visiteurs d'hôpitaux ne jouent pas le rôle d'un psychiatre. Ah non, bien entendu, c'est pas leur formation, c'est pas leur rôle. Mais le fait qu'ils prennent la main des malades, qu'ils soient là aux côtés d'eux, c'est déjà pour les personnes âgées un réconfort dans leur santé mentale. Mais complètement. J'ai écrit un livre qui s'appelle La force de la caresse et qui montre que quand vous donnez une caresse aux personnes âgées, c'est ce que je fais, c'est ce que je montre à mes jeunes externes, aux jeunes élèves infirmières. Eh bien, vous inondez le cerveau de vos malades avec de la dopamine, qui est l'hormone de l'envie, du désir de vivre, de l'ocytocine, qui est l'hormone de l'attachement, et vous baissez le cortisol, l'hormone du stress. Donc, on est gagnant, avec un petit geste qui est gratuit, qui est un geste d'humanité. Et pourquoi ce geste est-il autant vital et pourquoi n'y recourt-on pas davantage? Parce qu'on est dans des procédures et des protocoles. Et on nous apprend la juste distance. Or, moi, je veux apprendre la juste présence. La juste présence, ça s'enseigne, ça s'apprend? Ça s'apprend, absolument. Je vous dis. Mais ce n'est pas l'objet d'une politique publique, ça. Ah non, c'est l'objet de Véronique Lefebvre-Delouette. mais je compte évidemment faire remonter toute mon expérience auprès des différents ministres. J'en suis à mon 7e ministre de la Santé. C'est un peu compliqué quand on n'a pas d'interlocuteur régulier. Mais justement, ce ministre de la Santé qui a pu tenir des positions plutôt opposées à la loi fin de vie, ou en tout cas à une évolution de la loi, quel regard vous portez sur cette possible évolution législative? Et en particulier, vous mentionniez tout à l'heure hors antenne le fait qu'il n'y ait pas de loi grand âge et qu'on ne parle que d'une loi fin de vie. Oui, je trouve ça tout à fait dramatique, à la fois pour nous les soignants qui sommes majoritairement opposés à cette loi. J'imagine même, moi, en tant que psychiatre, mon quotidien, c'est de parler d'amour au bord du gouffre à des gens qui veulent se suicider. Et que dans un des coin gens qui de veulent se suicider, il y a des personnes âgées qui vous le disent explicitement. Absolument. Le plus gros trouble mental de la personne âgée, c'est la dépression. Près en institution d'une personne sur 2 est atteinte de dépression sévère majeure qu'il faut traiter et que je peux guérir. Alors, on va leur dire, là-bas, vous avez quelqu'un qui peut vous donner le médicament pour passer de l'autre côté sans problème. Vous voyez la confusion de genre, c'est quelque chose qui n'est pas possible. Et quand elle me voit et quand je prescrit le traitement antidépresseur qu'il faut, plus le relationnel, bien entendu, elles ont envie de vivre. Et mes malades d'Alzheimer, par exemple, n'ont absolument pas envie de mourir. Par contre, la société et leur famille souhaitent que ça se finisse vite. Donc, nous sommes opposés, nous le faisons savoir. J'ai fait plusieurs colloques récemment au Collège des Bernardins. J'écris beaucoup. Nous avons un collectif de démocratie éthique en santé auquel je participe. Nous allons sortir des publications, des livres. J'ai écrit un livre récemment qui s'appelle « Mourir sur ordonnance » ou « Être accompagné jusqu'au bout ». Vous voyez, je peux, moi. Est-ce que si je peux, je dois? Et pour autant, vous voyez la société, pas forcément, je parle pas forcément des personnes âgées, je parle de gens qui peuvent avoir 20, 30, 40, 50 ans, qui disent, moi je suis en faveur d'une loi fin de vie, j'ai envie d'avoir le choix. Bien sûr, mais a-t-on le choix? Est-ce que la maladie ne vous arraisonne pas? Est-ce que la maladie ne vous donne pas plus que la langue de bête, c'est-à-dire la souffrance? On va s'occuper de la douleur, je sais très bien régler toutes les douleurs, j'ai toute la pharmacopée, mais les souffrances, s'il n'y a plus de psychiatre, qui va s'occuper de recueillir les souffrances morales? Et on n'est pas dans un dualisme, on est dans un monisme, une pensée holistique de la personne âgée. C'est-à-dire, ce qui fait qu'une personne âgée veut aujourd'hui mettre fin à ses jours ou avoir recours à l'euthanasie, c'est non pas forcément ses souffrances physiques que ses souffrances psychiques. Absolument. On assigne les personnes âgées à disparaître. D'abord dans des EHPAD, loin des yeux, loin du cœur. Et deuxièmement, on leur fait
prendre le poids et le fardeau d'un surcoût dû à leur dépendance. Et ça, c'est tout à fait inadmissible. Ce n'est pas digne d'une société. Ce discours-là, quand vous le tenez, docteur, est-ce qu'il est entendu d'abord, est-ce qu'il est entendu de la part des politiques, des parlementaires, des personnes qui vont être amenées à légiférer? Est-ce que vous pensez, c'est une question importante, puisque vous avez quand même décrit des éléments de mobilisation, est-ce que vous pensez que le débat sur la fin de vie va vous permettre de vous mobiliser ou mobiliser le corps médical? Oui, sauf qu'il n'y a pas eu de débat. Moi, j'ai jamais été... Alors vraiment, la discussion reprend début février. Oui, enfin, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas, on peut le craindre. Si c'est une discussion, je ne le crains pas, bien entendu. Nous parlons du terrain. Je vous parle de ce que je sais, de ce que je connais. Mais les psychiatres n'ont absolument pas été conviés à la discussion, à la table de la discussion, puisqu'on nous a dit, ça ne concerne pas les malades psychiatriques. Oui, mais ça concerne les vieux. Ça concerne une personne sur 2 dans toute sa vie aura le risque d'avoir une dépression majeure, caractérisée. Quand vous êtes dépressif, vous ne pensez qu'à une seule chose, c'est que ça cesse. Et donc, vous demandez la mort. Et vous la donnez, la mort. Quand il n'y a pas un soignant qui est là pour vous saisir par la main et vous dire, mais non, il y a une autre façon de voir le monde. Eh bien, là, on assigne les vieux à se sentir un fardeau pour la société. D'ailleurs, vous avez des mutuelles qui ont clairement dit, puisqu'il y a 3000 décès par suicide des personnes âgées sur les 10 000 par an, la demande est là, allons-y. On voit vraiment pas pourquoi. On ferait des économies, clairement. Et vous avez au Québec, et puisqu'on va regarder aussi du côté de l'Europe, et au Danemark, voire en Belgique, des demandes d'euthanasie anticipatoires. Et pour des raisons de précarité sociale. C'est-à-dire, si j'ai la maladie d'Alzheimer, j'écris mes directives anticipées, je veux qu'on m'euthanasie. Enfin, c'est quelque chose qui ne va pas. Évidemment, la maladie nous transforme. Évidemment, quand vous avez l'annonce d'un diagnostic d'une maladie grave et incurable, vous avez envie de vous foutre en l'air. Mais quand vous avez un soignant qui vous accompagne jusqu'au bout, vous n'avez plus du tout envie de ça. Vous avez envie de vivre, même les personnes souffrant de la sclérose latérale amyotrophique. C'est-à-dire la maladie de Charcot. Oui. Est-ce que vous parlez des soignants, vous dites c'est aux soignants de... Est-ce que c'est qu'aux soignants? On parlait des familles tout à l'heure, mais qui peut être cet entourage? Est-ce que les soignants en ont les moyens? Est-ce que même dans un monde idéal, c'est au rôle des soignants de le faire? De pratiquer le suicide assisté? Non, de tendre la main. De tendre la main. Ah oui, c'est à nous de le faire. Pas la seringue, la main. Oui, bien sûr. Mais là, je vous provoque un petit peu. Non, mais bien entendu, c'est à la fois aux soignants, mais il faut qu'ils soient formés, appétents et compétents. Moi, je forme énormément de médecins généralistes à décrypter les symptômes d'une dépression, parce que la personne âgée ne se plaint pas. Elle a pris l'habitude d'encaisser, de pas se plaindre, de sa façon d'être seule, de ne pas aller. Et puis, les familles, on aide les familles, il y a des groupes d'aide aux aidants, on leur explique que ces symptômes-là, quels sont les signaux d'alerte, comment on peut faire quand on est inquiet. Mais si vous avez derrière, aux urgences, pas de psychiatre, ou pas de psychiatre formé à la gériatrie, la réponse va pas être adéquate. Dans quelle mesure, docteur, la question spirituelle, celle des fins dernières, celle du bilan de sa vie, ces questions-là sont-elles intégrées à ce stade? Alors, ces questions-là, en principe, ne devraient pas être intégrées dans un hôpital public. Mais lorsque j'ai des personnes qui souhaitent se suicider, souvent, elles viennent en ajout thérapeutique au questionnement du sens de leur vie. Et quand il y a une spiritualité, quand il y a, quelle que soit la religion, et je pose toujours la question, mais est-ce que votre vie n'a plus de sens, ou est-ce que vous souffrez au point de vouloir vous donner la mort? Et très souvent on dit, mais non, mais moi je suis croyant, je ne le ferai pas, j'y pense. Mais une idéation suicidaire n'est pas un passage à l'acte suicidaire. Et c'est là où le soignant a tout son rôle, le soignant, le bénévole, les représentants des cultes, quels qu'ils soient, dans les hôpitaux. Mais ce que vous dites, c'est qu'en fait, c'est quoi? C'est en vertu de la loi sur la laïcité qu'un soignant n'a pas le droit d'avoir un point de vue, de faire écho aux croyances de la personne. Alors, c'est une chose de faire écho aux croyances, mais n'a pas le droit, sous peine de prosélytisme, de lui dire, eh bien, quelles sont vos croyances, comment vous allez faire, etc. Mais si la personne vous dit, j'aimerais, parce que ça m'est arrivé, pendant la Covid... Que fait l'agent? Eh bien, à ce moment-là, il va contacter soit le prêtre de l'hôpital, soit l'imam, soit en fonction des religions, et les personnes viendront au lit du malade. Ça arrive fréquemment? Oui, ça arrive très fréquemment. C'est-à-dire? Dans mon hôpital, toutes les semaines.
toutes les semaines, il n'y a aucun problème. Il y a une fluidité de la demande, parce que justement au moment de la fin de vie, on a un peu plus le temps de se reposer sur ce qu'on a vécu et de vouloir échanger. Un représentant du culte peut tout à fait aider. Les rituels aident à contrôler l'angoisse. Tout le monde a peur de mourir et surtout de mal mourir. Et donc, moi, je suis là pour apaiser les âmes, pour apaiser les souffrances psychiques, mais aussi les douleurs physiques. On forme énormément nos jeunes médecins, et puis aussi les soignants. Mais c'est important de pouvoir dire, ben oui, si vous souhaitez qu'il y ait une extrême onction, qu'il y ait quelqu'un pourra venir. Dans des pays où on est moins embarrassé par la question de la neutralité des agents publics, est-ce qu'il y a moins de dépression ? Non. Ou est-ce que c'est mieux traité ? Alors, je ne pense pas que ça soit mieux traité. Il n'y a pas moins de dépression en Suède ou au Danemark. Pour des questions saisonnières, vous avez beaucoup plus de dépression et beaucoup plus de suicides. Le Covid, on le sait, a pu marquer un tournant dans l'accompagnement des personnes âgées. Est-ce qu'aujourd'hui encore, on voit les séquelles de cette période ? Oui, on les voit au travers de l'augmentation de la dépression, des syndromes dépressifs. 20% de la population. Avant la Covid, c'était 13%, de tous âges confondus. 20% aujourd'hui, 25% chez les personnes âgées en ambulatoire et 51% en institution, c'est-à-dire en EHPAD ou en institution gériatrique. Là, vraiment, l'hospitalisation est un cap où les personnes âgées sont totalement démunies, perdues et sont dépressives. Dépressives, c'est-à-dire qu'on ne pense qu'à une chose, c'est la mort. Quel serait le premier élément à modifier ? Puisque vous avez dit tout à l'heure, loin des yeux, loin du cœur, on assigne les vieux à disparaître, c'est quand même très fort. C'est donc tout un système qui va mal. Qu'est-ce que vous modifieriez si vous aviez la possibilité de le faire ? On aura toujours besoin de lieux d'hébergement, médicalisés ou non, pour les malades très polypathologiques dont je m'occupe, très âgés, qui ne peuvent plus rester à la maison. Mais il faut des petites structures. Il faut l'EHPAD hors les murs. Il faut multiplier les solutions de maintien à domicile dans des conditions qui sont possibles. Aujourd'hui, ça coûte très très cher un maintien à domicile H24. Plus cher qu'un EHPAD. Merci beaucoup, docteur Véronique Lefebvre-Desnouettes, géronto-psychiatre. Et vous publiez beaucoup de livres sur les personnes âgées, mais aussi sur le sommeil. Bonne nuit, bonne santé, c'est aux éditions du Rocher, à paraître dans les prochaines semaines. Merci beaucoup. Merci à vous.